c'est souvent Suzanne Laconne. Hein. Et des voisins qui se disent bonjour avec le sourire. T'as l'air si beau. C'est vraiment la première série que j'ai bingée. Bon, lui, pour le coup, il est bien casse-couille. Hein. J'appelle ça MST, mais c'est mocassin serre-tête. Oui. Hello à tous et bienvenue dans Pop Thérapie. Aujourd'hui, on va prendre le temps de revenir sur une série qui a marqué toute une génération et même plusieurs générations. Une série qui mélange drame, humour noir et mystère comme aucune autre. Roulement de tambour, il s'agit de Desperate Housewives. Je suis toujours accompagnée de mon acolyte Elvin. Hello tout le monde. Et du coup, on a décidé de découper cet épisode en 4 parties. Donc, on va essayer de balayer d'une manière assez large la série. Et la première partie, ça va être un petit peu le contexte, la création, l'ADN de la série. La partie 2, ça va être toutes ces femmes qui sont des personnages forts, leur maison, leurs relations, tout ce qu'elles peuvent représenter. On a fait un petit zoom aussi sur les maisons et leur importance parce que ça peut sembler un peu dérisoire ce quartier, mais en fait, quand on creuse un petit peu, il y a plein de détails dans les maisons. La dernière partie, c'est les grandes thématiques qui ont été abordées dans Desperate Housewives. Vous savez qu'on aime bien parler de ça avec Elvin. Je te laisse ouvrir le bal, Elvin, pour commencer cet épisode, si tu veux bien. Et oui, effectivement, je vais donc commencer avec la première partie. Donc, comme tu le disais, le contexte, la création, l'ADN de la série. Donc, pour commencer, on va vous présenter cette fameuse série culte. Pour vous rappeler, quand Desperate Housewives arrive en 2004, elle casse immédiatement les codes. À cette époque, les séries sont encore assez compartimentées. Donc, soit tu regardais une série plutôt type comédie, soit un drame. Et là, tout à coup, on a cette série qui arrive, qui va te faire passer du rire au malaise en l'espace de quelques secondes. Mais surtout, elle choisit un décor qui semble plutôt banal. Donc on a une banlieue résidentielle américaine qui est Wisteria Lane, des pelouses parfaites, des maisons impeccables et des voisins qui se disent bonjour avec le sourire, tout a l'air si beau. Mais dès la première scène, l'illusion explose avec le suicide de Mary Alice Young. Donc ça, c'est super important parce que ça va être un choix narratif fait par le créateur qui est fondamental. Marie-Alice devient la narratrice de la série. Donc c'est une voix qui est omnisciente, presque fantomatique, qui observe ses amis et qui sait tout ce qu'elle cache. Donc ce n'est pas juste un gimmick, c'est plutôt une promesse qui veut dire ce que vous voyez n'est jamais toute la vérité. Maintenant qu'on le voit avec quelques années passées, ça sortait vraiment du lot, je trouve, par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Parce que souvent, les séries de banlieue, c'était très, pas cucupraline, mais on avait par exemple 7 à la maison, des trucs comme ça. Oui, tout était très lissé, les familles parfaites, les Oui. baraques parfaites, tout était instagrammable entre guillemets. Et là, on est dans quelque chose de, ça a l'air parfait, mais alors ça cache des sacrés dossiers. Hein. De fou. Et en plus, je sais pas si tu te souviens. Enfin, moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est les premières scènes de la série. T'as vraiment cette petite musique très joviale, etc. Et on voit, je crois, au bout de 1 minute d'épisode, genre Marie-Alice qui prend son pistolet et qui se suicide. Et moi, j'étais pas en France, du coup, quand c'est sorti, donc j'ai pas vécu cette hype, en tout cas, quand ça a dû sortir en France. Moi, j'ai regardé ça bien après. Je crois que j'ai commencé en 2005-2006. Pour te Ah dire, oui. Au moins, c'est t'as pu ça. enchaîner les 2 premières saisons tranquille. Eh ben, c'est ce que j'allais te dire, c'est que je crois qu'avec mes parents, et pour te dire, mon père est pas trop série en comédie pas de femmes, mais tu sais, genre Oui, un peu girly. un peu girly, etc. Et le coffret DVD a été prêté par une de nos voisines, du coup. Ah, sympa la voisine. C'est un souvenir très marquant que j'ai, c'est la première série que j'ai bingée. Ah ouais, trop marrant. J'ai des souvenirs où avec mes parents, on avait du mal à se coucher tellement on était pris dans Mais c'est hyper l'intrigue. drôle ce que tu racontes parce que moi, mon souvenir de la découverte de Desperate Housewives, il est complètement à l'opposé du tien. C'est-à-dire que moi, je l'ai découvert quand ça sortait. Donc, je me rappelle que c'était diffusé sur M6 et M6 nous matraquait de pubs avant que ça sorte en mode prochainement, cette nouvelle série. Et j'étais là, waouh, ça a l'air génial. Et donc, j'avais dit à mes parents des mois à l'avance, tel jour à 21h, vous me bloquez pas la télé, j'aimerais regarder. Et donc, je les ai tellement saoulés avec. Et vu que mon père, il était aussi un petit peu en mode, bon, c'est quoi encore cette série de gonzesses? Je me rappelle, désolé papa, il les appelait les poufias désespérées. Donc, c'était très drôle. Et à chaque fois, il me disait, ah, c'est l'heure des poufias désespérées. Je suis là, oui. Et ma mère s'y est mise, mais des années après, je crois elle a découvert la série il y a peut-être 4 ans. Il me semble qu'elle l'a bingé pendant le Covid, et donc un peu plus que 4 ans, et elle a adoré, mais adoré. Spécial dédicace à ma petite maman.
C'est vraiment la première série ouais, que j'ai bingé et je me souviens, moi j'ai toujours aimé un peu les trucs où il y a des... Clément se moque souvent de moi parce que j'écoute beaucoup de podcasts en mode affaires criminelles, etc. Ah oui, bah oui. C'était vraiment pour moi le parfait mélange de un peu de mystère mais ça fait pas peur et à la fois il y a ce côté très bitchy du Ouais, voisinage, enfin tu vois vraiment grave, les petits commérages là, c'était trop bien. c'est ça. Desperate Housewives, on le doit à Marc Cherry. Marc Cherry qui est connu pour Devious Med, une autre série Woman C'est Why Woman Kill. voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne crée pas juste un divertissement, mais il a construit une vraie satire. Il s'inspire de faits divers, mais aussi de sa propre vision de la vie domestique, des attentes sociales qui sont imposées aux femmes, et ce qu'il met en place, c'est une mécanique très précise. Il y a toujours un mystère central par saison, des intrigues personnelles qui gravitent autour, et une narration, on peut dire, plutôt ironique, mais il a surtout cette capacité à parler de sujets lourds sans jamais perdre le rythme. On n'a jamais l'impression que l'épisode dure vitam aeternam. Enfin, vraiment, tout est très rythmé. Je pense que c'est ce qui a fait aussi le succès d'Esperate Housewives. C'est clair. C'est également une série profondément féminine, mais pas de façon simpliste. À première vue, c'est vrai qu'on pourrait penser que la série parle juste de femmes au foyer, mais en réalité, elle parle de pouvoir, de frustration, d'identité ou encore de contrôle, de liberté, etc. Et elle le fait à travers des personnages extrêmement différents, sur lesquels on va revenir très très prochainement, comme on vous le disait, donc dans la deuxième partie. Moi, je voulais juste revenir sur ce truc un peu de... Il a fait ce choix de mettre la femme au centre de la série. Et pour le coup, même s'il y a cette partie très ironique, mine de rien, ça permet de voir qu'il y a une multitude de profils. Je sais pas si tu as ressenti ça. Complètement, et c'est justement là où, quand on rentrera un peu plus dans les personnalités de ces cinq femmes, à quel point elles sont différentes et pourtant hyper fortes. Les cinq, je trouve que malgré leurs faiblesses, malgré leurs qualités, etc., c'est vraiment cinq femmes qui sont toutes très différentes les unes des autres et qui apportent chacune une touche très particulière à la série. Elles ont chacune leur code et on les reconnaît hyper facilement. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais pas encore majeure, mais même quand j'étais, on va dire, plus jeune, même si c'était des femmes d'un certain âge, je pouvais dire, ah bah tiens, je ressemble un peu à un tel, ou j'ai ce côté un peu de Suzanne, ou tu vois, genre des choses comme ça. De pouvoir piocher un petit peu dans le caractère de chacune. Moi, j'ai des trucs, je me retrouve dans un peu toutes ces cinq femmes, en fait, parce qu'elles sont toutes, je trouve, créées un peu de façon extrême dans leur rôle, mais ce qui permet justement de nous reconnaître dans un petit peu toutes, finalement, ou peut-être plus que Mm. d'autres. Moi, quand je prends les cinq, je me dis, bah, j'ai un petit peu d'elle, j'ai un petit peu d'elle, j'ai un petit peu d'elle, même si, voilà, il y a des caractères qui sont peut-être plus 100% Brie ou 100% Gabrielle, etc. Mais la représentation est quand même assez variée pour que chacun puisse s'identifier. Et on va vous inviter à rentrer dans Wisteria Lane. Je pense que là, on va poser un peu le décor, mais imaginez cette rue avec chaque maison, comme si chaque maison était une vitrine. Ce qui est fascinant, c'est que la série utilise cet espace pour montrer une idée très forte. C'est la normalité est une construction. En fait, on rentre dans cette rue et on est dans un quotidien de la vie américaine en tout cas, parce que en France, on n'apporte pas des cookies à ses voisins Non, pas pour trop. leur dire bonjour. Pas spécialement. Bah, déjà, on se dit même pas bonjour en France. Oui, c'est vrai. Il y a ce côté très mystérieux, etc. Mais on reste beaucoup dans des choses du quotidien, les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que femme, mais pas que. Je trouve que même les maris peuvent parfois un peu s'identifier au perso, etc. Et on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de ces femmes, de leur maison, de leurs relations et de ce qu'elles représentent. Exactement. Et ce qui rend Desperate Housewives aussi marquante, c'est que chaque personnage n'est pas seulement une personnalité. C'est une manière d'exister dans le monde, une manière d'aimer, une manière de gérer le regard des autres. Et c'est souvent dans leurs relations amoureuses que tout se révèle. Et je peux te dire qu'il y en a des dramas dans cette série au niveau des relations amoureuses. Il s'en passe des choses. Ouais, et en plus, je sais pas toi, mais je trouve que pour le coup, c'est une série qui a quand même pas mal de saisons parce que je crois qu'il y en a Il y en a 7. 8. Et pour le coup, je trouve qu'elles sont toutes intéressantes. Oui, je suis d'accord avec toi. Et en plus, oui, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est surtout que c'est une des rares séries, je trouve, qui, pendant 8 saisons,
ne s'est pas épuisé. On n'est pas sur quelque chose où je me suis dit, bon, allez, les 2 dernières, elles sont quand même un peu longues, ou en tout cas, j'en ai pas le souvenir. J'ai l'impression que de la saison 1 à la saison 8, il y a toujours assez d'intrigues et les personnages ont, malgré 8 saisons, toujours plein de choses à raconter qui sont passionnantes et on ne s'en lasse pas. Je trouve que c'est ce qui fait la force de la série. Et même si on était un peu déçus quand ça s'est arrêté à la saison 8, je pense que le choix était judicieux et que c'était le moment de s'arrêter. Parce Oui, bien qu'après, sûr. on serait un peu tourné en rond. C'est déjà énorme de dire qu'ils ont duré 8 saisons sans que ça devienne barbant ou que ça devienne répétitif. Si tu veux bien, j'ai envie de présenter le premier personnage parce que c'est un de mes persos préférés. Ah bah, fais-toi plaisir parce que moi, je suis en train de me dire, oh non, ça commence par elle. Donc, Et vas-y. on va présenter Brie Van de Camp, donc qui est le contrôle même dans l'amour. Probablement le personnage le plus construit autour de l'idée de la perfection. Je pense que chacun qui va écouter ce podcast a vraiment l'image du carré très droit et coupé à la perfection de Brie Van de Camp avec la petite houppette là sur le côté. C'est vraiment pour moi Ouais, grave. C'est vraiment la coupe à sobri. Brie. Elle est toujours très bien apprêtée, très bien, voilà, tout est impeccable. Presque sa maison, elle paraît un peu irréelle. C'est comme si elle était un peu figée dans un catalogue. Mais on se rend compte qu'au fil des saisons, cette perfection, c'est une façade. On a ses relations amoureuses qui montrent à quel point elle est incapable au départ de lâcher prise. Son mariage avec Rex est vraiment le plus gros indicateur sur ça. Lui, il est frustré, notamment sexuellement, et Brie, elle est incapable d'entendre ses besoins sans y voir une attaque contre son image. Donc leur relation, elle explose parce que elle confond un petit peu amour et conformité. Et plus tard, sa relation avec George, avec une espèce de pharmacien totalement obsédé, Complètement montre barjo. une autre facette. Brie, elle attire des hommes qui renforcent son besoin de contrôle jusqu'au danger. Et il y a la scène où George manipule la mort de Rex. C'est un moment clé de la série et qui montre aussi à quel point Brie peut être totalement aveugle quand quelqu'un valide son image parfaite. Le dernier mari en date, c'est Orson. La relation, elle commence vraiment comme une romance presque idéale, donc basée sur des valeurs communes, mais elle bascule dans quelque chose qui est beaucoup plus sombre, notamment lorsque Brie découvre ses secrets, mais pas que. Ouais. Elle va fauter Brie, il me semble, je crois, dans la saison 7 ou 6. Et leur dynamique devient un peu un rapport de pouvoir, de manipulation, et l'amour est constamment mis à l'épreuve. Dans tout ce qu'elle entreprend, mais on parle de ses relations amoureuses là, mais même ses relations avec ses enfants, elle est vraiment dans ce truc de contrôler l'image. Je me souviens, il faut pas que ses enfants fassent de vagues, etc. Quand on Oui. apprend que Andrew est gay, Oui, c'est bah justement, on y revient un peu plus tard dans les thématiques abordées, mais oui, oui, c'est ingérable pour elle. Elle gère très mal la situation. mais à la fois, je trouve que c'est un perso qui arrive toujours à gérer, alors souvent sous une forme un peu de violence, parce que j'ai vraiment cette image. Je crois que c'est un mème qui est vraiment célèbre de Brie qui prend son fusil et qui le charge et qui part presque à la guerre, tu vois. Ouais, grave. Oui, parce que mine de rien, même si elle a des réactions qui sont disproportionnées et qui sont pas toujours les meilleures, elle reste attachante malgré tout. Ah oui, vraiment, oui. C'est vrai que quand tu regardes les premières saisons, je crois la saison 1 ou 2, tu te dis, oh, quel perso Ouais, elle Oui, a au vraiment ce début. truc un peu Mais presque comme agaçant. beaucoup, Gabrielle, au début, elle est insupportable aussi. On a l'impression qu'elle est coconne et qu'elle sert à rien. Mais plus on avance dans la série et plus tu te rends Oui, compte que c'est une femme mais très c'est ça qui forte, est fort en etc. fait, c'est Ouais. que il a su, je trouve, vraiment faire évoluer les persos de la bonne manière, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on n'est pas du tout sur la brille de la saison 1 quand on a fini la saison 8. Je suis Et je te complètement laisse d'accord avec toi. présenter la suivante. Bah oui, celle que tout le monde déteste alors que moi je l'aime bien. C'est carrément devenu une référence maintenant. Donc je Oui, vais bien sûr parler de Suzanne Mayer, mais tout le monde parle des maintenant Suzanne, c'est carrément péjoratif comme prénom. T'es ouais. une Suzanne. Après, c'est souvent Suzanne Laconne, hein. Oui, mais moi je l'aimais bien Suzanne. Elle me dérangeait Mais tu pas, je sais sais pas. que le perso, enfin l'actrice qui joue Suzanne a été une horreur sur le Oui, tournage. C'est aussi ça qui fait que oui, ça elle c'est fort porte un peu ce possible. truc Mais c'est de. vrai que si on se fie vraiment au personnage de la série, je la trouve pas pire qu'une autre. Bah, je vais quand même la présenter. Donc, c'est Suzanne, comme vous l'avez bien compris. Suzanne, c'est aimer pour exister. Bon, bah, elle, pour le coup, elle est vraiment définie par ses relations amoureuses. Sa maison, c'est beaucoup plus bordélique que chez Brie, hein, bien sûr. Oui. Bon, pas dire bordélique, mais en tout cas bien désordonnée. Ça reflète bien son état émotionnel. Elle est constamment en mouvement, plutôt instable, à la recherche de quelque chose en permanence. Tout le monde connaît sa relation avec Mike Delfino. C'est vraiment le point central quand on parle de Suzanne.
Suzanne. Dès le début, elle projette énormément sur lui. Il devient presque une solution à ses insécurités et la série montre très bien justement cette dépendance. Elle va saboter, elle va douter, elle dramatise beaucoup. Peut-être pour ça que les gens l'aiment pas trop. Mais c'est un peu ma Peyton. Moi, c'est comme les gens qui aiment pas Peyton, tu vois. Bah moi, c'est pareil. J'aime bien Suzanne. Après, elle est pas méchante, hein. Bah non, elle est pas méchante. J'aime bien, je parle d'elle comme si Ouais, comme si c'était c'était ta ma pote, pote. tu sais. On avait une scène très parlante, justement avec Mike, c'est lorsqu'elle découvre des secrets sur lui et que plutôt que de prendre du recul, eh ben, elle va agir de façon impulsive, guidée uniquement par la peur de le perdre. On a aussi un exemple avec Karl, son Oui, ex-mari. Bon, lui, pour le coup, il est bien casse-couille, hein. Moi, le Karl, oui, je l'aimais moi pas aussi. trop, hein. Puis, Là, on a une autre surtout dynamique. que, bah après, on va pas tout spoil, mais Oui, ben moi, j'aimais pas Karl. t'as dû être contente quand, voilà, il se passe ce qui se passe, quoi. Oui, voilà, voilà. Alors bon, ils sont pas tous à buter, mais c'est pas un personnage que je trouvais spécialement sympathique, hein. Donc Karl qui est son ex-mari, donc là on a clairement une autre dynamique. C'est plutôt une relation toxique, mais assez familière. Il l'a trompée, il l'a manipulée, et pourtant elle est restée attachée à lui assez longtemps. Ils ont quand même eu une fille ensemble. Et ça montre que Suzanne est attirée par des relations qui la déstabilisent dès le départ. Elle incarne justement cette idée que l'amour peut devenir une béquille émotionnelle et que sans travail sur soi, eh ben on va répéter les mêmes schémas encore et encore et encore. Et on a la prochaine qui est vachement cool, moi j'aime bien aussi. Mais je les aime toutes en fait. La prochaine, c'est Linette Scavo, donc l'amour face à l'épuisement. Linette, quand elle apparaît dans la série, elle est en relation longue depuis très longtemps avec Tom Scavo, je crois depuis la fac. Et c'est probablement la relation la plus réaliste de la série. Parce que leur couple va vivre une multitude de choses, des déséquilibres, des frustrations, des compromis constants. La partie, on va dire, de l'intrigue qui est la plus forte pour Lynette, je trouve, c'est vraiment lorsqu'elle retourne travailler et que Tom peine à gérer la maison. Et on a ce truc un peu, ça crée un renversement des rôles qui met en lumière les attentes un peu genrées dans le couple. Et il y a aussi beaucoup, je trouve, la notion des sacrifices pour Lynette. Elle doit toujours un peu abandonner des choses qui lui tiennent à cœur parce qu'on va la voir abandonner sa carrière pour sa famille, puis elle va tenter de la reconstruire. Et ça va créer constamment une espèce de guéguerre ou de compétition avec Tom qui, parfois, lui, a des ambitions un peu, on va dire, irréalistes. Et la relation, elle montre quelque chose de très concret, c'est que l'amour ne suffit pas à compenser la charge mentale. Et c'est assez rigolo parce que quand j'étais plus jeune, je trouvais très rigolo Tom Oui. Scavo. Et finalement, Et quand on d'un point... grandit, on le trouve Ouais, vraiment toxique. Il y a des choses sur lesquelles il était très bien et des choses sur lesquelles il était mais à gifler quoi. Mais je pense que c'est aussi pour ça que c'est la relation à laquelle les gens peuvent s'identifier le plus facilement parce que c'est vraiment la relation de monsieur et madame tout le monde en fait, hein. oui. C'est ce qui se rapproche le plus d'une réalité de gens qui sont débordés par les événements, par leur travail, par leurs enfants et qui saturent et qui en peuvent plus. Et je trouve que là, on est vraiment dans le concret de ce qui se passe dans la vie de 90% des foyers. Et je trouve que c'était pas dans le trop. Non, Je c'est dis pas que super j'avais bien l'impression équilibré. de... Ouais, c'était vraiment la famille à laquelle on pouvait le plus s'identifier, là où pour Brie, bon, à part si on avait une mère hyper parfaite, très... j'appelle ça MST, mais c'est mocassin serre-tête. Oui, oui, c'est pas MST comme on le pense, quoi. Non. Ayant grandi dans un milieu très militaire, c'était vraiment la femme d'officier qui a ses petits mocassins, son petit serre-tête et les enfants tirés à quatre épingles, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors que moi, quand je me lève le matin et quand je me réveillais le matin et que j'étais petite, mes parents, ils étaient plus proches d'une Linette en pyjama, les cheveux en bataille que Pareil. d'Ibri, hein. On enchaîne avec Gabrielle Solis, la fameuse Gabrielle Solis, qui représente le désir et puis bien sûr la transformation. Bon bah Gabrielle, comme vous vous rappelez tous, dans les premières saisons, elle commence dans une relation qui est essentiellement basée sur l'apparence. C'est vrai que si Gabrielle avait eu Instagram entre les mains, ce serait devenue une sacrée influenceuse, hein. Ouais, vraiment une grosse influenceuse. Grave, regardez-moi, regardez ma maison. Elle aurait peut-être même demandé à Brie de lui faire un gâteau pour le présenter sur Instagram en disant que c'est elle qui l'a fait, hein. Donc, faut pas oublier qu'elle était mannequin au départ, effectivement. Alors, elle, son mariage avec Carlos est initialement superficiel et matérialiste. On s'en rappelle tous. Elle trompe Carlos avec John. Est-ce que t'as pas un petit truc à nous dire sur John, Anaïs? Il faut savoir que quand j'ai vu Desperate Housewives, j'ai eu un petit crush pour lui. Et j'ai cherché des films dans lesquels il jouait. Il a fait un film qui fait partie un peu de mes films doudou. C'est John Tucker doit mourir. Oui. D'ailleurs, dans John Tucker doit Avec mourir, il y Sophia a une Bush. autre actrice Ah, connue. pardon, Ouais, il je y a te l'ai Sophia enlevé. Bush. Et j'ai adoré, voilà, ça, j'aime bien ce film. Alors, le scénario ne casse pas trois pattes à un canard. On peut pas dire que l'acteur soit un très bon acteur non plus. Mais Ok.
Avec une tondeuse et torse nu, voilà. La Anaïs de 16-17 ans le trouvait très à son goût. Bon bah voilà, vous l'aurez compris, elle trompe donc Carlos avec John qui était jardinier. Donc c'est une des intrigues les plus emblématiques de la série. Cette relation, elle est intéressante, pourquoi? Parce qu'elle montre un vide émotionnel énorme. Gabrielle, elle ne cherche pas seulement du plaisir, elle cherche à se sentir vivante. Et je pense qu'elle a aussi besoin d'être vue et considérée. Il y a une scène marquante justement, c'est lorsque Carlos découvre la vérité. Bah là, tout bascule évidemment. Et Gabrielle est confrontée pour la première fois aux conséquences de ses actes. Gabriel, c'est aussi un personnage qui, au fil des saisons, évolue énormément et sa relation avec Carlos évolue elle aussi. Bon, entre-temps, on a eu une perte de richesse, entre guillemets, ils deviennent pauvres, avec des énormes guillemets, parce qu'on n'est pas Ouais, sur des une énormes pauvreté. guillemets. Ouais, voilà. On n'est pas sur une pauvreté comme on l'entend, hein. Ça, ils perdent un peu d'argent, mais ça va. Elle est confrontée à la parentalité aussi entre-temps, et puis à plusieurs épreuves. Mais c'est vrai que bah, plus on avance dans la série, et plus Gabriel devient un personnage moins centré sur l'image et l'apparence, etc., mais beaucoup plus profond et avec une personnalité qu'on découvre et qui est vachement agréable à découvrir, je trouve. Et elle incarne cette idée que l'image peut être une protection, mais également une prison. Et c'est vrai que malgré tout ce qu'elle montre et sa beauté, et ses beaux objets et ses belles fringues, etc., bah, elle se sent seule et elle se sent pas forcément toujours considérée. Et c'est pas toujours facile. Même son intérieur, il se transforme, sa manière aussi d'interagir avec les autres. Elle garde ce côté un petit peu pestouille, je dirais, mais elle s'adoucit au fil des saisons. Là où le prochain personnage que je vais présenter, la bimbo de la série, aka Eddie Britt, Eddie est souvent l'opposé des autres femmes de cette série-là. Elle est un peu la bête noire, je dirais ça comme ça. Oui, bah oui, c'est un peu lui un petit canard, hein. Parce que elle assume ses relations, ses désirs, son indépendance. Elle vole les maris et copains des autres femmes. Mais ses histoires amoureuses, malgré tout, montrent une certaine vulnérabilité. On a des intrigues assez marquantes pour Eddie, même si elle n'est pas là pendant les 8 saisons. Il y a sa relation avec Mike, déjà, qui est un peu construite sur le mensonge. Enfin, pas qu'un peu, un peu beaucoup même. Elle profite de son amnésie pour le garder auprès d'elle et c'est un moment très fort parce que il montre que même le personnage le plus libre peut tomber dans des dynamiques très toxiques. Elle va aussi piquer Carlos à Gabriel. Elle cherche une forme de stabilité, mais la relation, elle reste déséquilibrée. Malgré tout, Eddie, elle incarne une vérité importante. Être libre ne protège pas de la solitude. Et ce qui rend tout ça intéressant, c'est que même dans les maisons, ça se matérialise. Effectivement, on arrive sur la partie 3 qu'on va balayer très rapidement parce qu'on a encore plein de choses à vous dire. Donc, les maisons sont un vrai miroir psychologique dans cette série. Ce sont jamais de simples décors, elles sont vraiment pensées comme des extensions directes des personnages. Elles vont raconter quelque chose de très précis sur qui ils sont, sur ce qu'ils veulent montrer, mais particulièrement sur ce qu'ils essayent de cacher. La première maison, bien sûr, c'est la maison de Brie. Donc, tout est parfaitement ordonné, les couleurs sont harmonieuses, les objets sont alignés, rien ne dépasse. Et ce n'est pas seulement esthétique, c'est avant tout psychologique. Brie, elle utilise sa maison comme un moyen de contrôle. Tout est propre, symétrique, maîtrisé, et ça donne l'illusion que sa ville est aussi. Il y a une scène dont je me rappelle justement qui met assez ça en valeur, c'est quand elle continue à recevoir et à organiser des dîners toujours bien nickel, etc. Alors que son mariage à côté, il est complètement en train de se casser la gueule. Bon, il y a Rex, mais je crois que ça arrive aussi quand elle est avec Orson, ou même quand elle est avec George. C'est quelque chose qui est vraiment très significatif de Brie, je trouve. Oui, oui, complètement. C'est vraiment bah là, dans ces cas-là, la maison, ça devient vraiment une façade, enfin pas une façade, mais un masque qu'elle présente aux autres, alors que finalement, il y a rien qui va dans sa vie, mais tout reste impeccable. Et J'ai vraiment cette image d'elle, tu sais, qui va prendre un objet qui a été déplacé de genre 1 centimètre et le remettre vraiment parfaitement aligné, ou même cette image de Brie avec, tu sais, genre des yeux, des grands yeux étonnés en mode quand elle est un peu outrée, que ça se passe pas forcément comme elle l'a voulu, tu vois. complètement d'accord. Oui, oui, c'est toujours tout dans le contrôle. Et au fur et à mesure, la maison évolue, bon, de toute façon, avec tous les personnages, mais on se rend compte aussi que plus sa vie intérieure à elle se fissure, entre guillemets, et plus l'extérieur, au contraire, devient encore plus parfait qu'il ne l'était. C'est vraiment Oui, une balance qu'elle fait pour masquer tout ce qui va pas. exactement. La maison suivante, c'est la maison un peu du chaos émotionnel, et je pense que quand je dis chaos émotionnel, vous savez tout de suite de qui je veux parler. Il s'agit bien de Susan Meyer. Oui. La maison la plus désorganisée, mais à la fois la plus réaliste et vivante, je trouve. Rien n'est totalement en place, il y a toujours un détail qui cloche, il y a un objet mal rangé, il y a toujours une situation qui dérape, dont elle d'ailleurs.
Oui, on l'imagine toujours en train de se prendre les pieds dans le tapis ou de renverser du café ou de se casser la gueule dans les escaliers. Et ça se traduit même dans son quotidien parce qu'on a vraiment des scènes très concrètes d'accidents, on va dire domestiques, où elle met littéralement le feu à sa propre cuisine, ou alors, comme tu disais, elle dégringole les escaliers, etc. Et sa maison, elle n'est pas forcément un refuge stable pour elle, mais plutôt le reflet de son instabilité émotionnelle. J'ai souvenir aussi que c'est un peu le reflet de sa naïveté, parce que pour moi, Suzanne est toujours celle qui accueille un peu les âmes un peu esselées, tu vois. Oui, 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 on a eu quelques souvenirs un peu mythiques de certains personnages qui sont venus vivre chez elle et ça a jamais été quelque chose qui lui a rendu la vie plus facile. Tout le Non, contraire. au contraire. On continue dans les maisons un petit peu bordéliques et là, je crois que celle-ci, elle bat les records. On a la maison comme charge mentale, bien sûr. Vous l'aurez deviné, c'est la maison de Lynette. Bon bah là, on est sur un champ de bataille. Franchement, c'est Bordelland. Il y a Ah du ouais, j'ai pas d'autres désordre, mots. il y a du bruit, il y a des enfants qui courent partout, qui crient, qui sûrement dessinent sur les murs à un moment donné. Il y a une sensation constante de débordement chez Lynette. La série, elle insiste vachement là-dessus visuellement. Donc, comme je vous le disais, dans le désordre, bon, bah, il y a les jouets qui traînent, il y a la cuisine qui est jamais rangée, la fatigue qui se ressent absolument partout, mais je trouve qu'elle se ressent aussi bien quand tu regardes le visage de Lynette que quand tu regardes l'état de son salon. Mais même dans la manière dont elle ouvre la porte, je trouve, hein. Ouais, l'épuisement permanent. Dans la manière dont elle se positionne, c'est vraiment ouais, l'épuisement. C'est ça. C'est en plus, tu sais qu'elle ouvre la porte pour retrouver un chaos permanent chez elle. Ouais. Voilà, c'est vrai que sa maison, c'est une vraie matérialisation de la charge mentale. C'est la représentation parfaite. Ouais, puis à la fois, c'est une représentation tellement réelle d'un foyer qui vit. Exactement. Bah, c'est vrai que la maison de Lynette et la maison de Suzanne, c'est les deux maisons, je trouve, dans lesquelles on peut le plus se projeter par rapport à nos maisons à nous. Contrairement à celle que je vais évoquer là tout de suite. Vous savez déjà de qui je vais parler. Si je vous dis marbre, sculpture, œuvre d'art, grand plafond, on est chez Gabriel Solis. Donc la maison, elle est magnifique. Magnifique selon les critères de beauté de chacun, mais Oui. C'est vrai que nous, on est plus cottage anglais cosy que c'est grande ça. villa. Donc, comme je vous disais, elle est grande, elle est luxueuse, elle est parfaitement décorée. En fait, tout est pensé pour être vu. Mais à la fois, elle est aussi très froide, presque impersonnelle. Et ça correspond exactement à son état au début de la série où on a une vie basée sur l'apparence, mais vide émotionnellement. Et il y a une scène très forte qui est vraiment ce truc quand elle se retrouve seule. On a vraiment cette, même si c'est que une image, cette sensation un peu de la lourdeur de la solitude. Et je pense que c'est pas anodin qu'elle se tape le jardinier finalement. C'est que Oui, bah, elle était très euh, seule, hein. elle était très seule. Elle Enfin, possédait Charlotte, tout, mais intérieurement, elle avait rien. c'est ça. Et du coup, elle se retrouve dans cet espace. Il y a tous ces objets très coûteux, mais il n'y a pas de connexion humaine. Et la maison, elle devient, comme je disais, oppressante. Et au fil des saisons, eh bien, ça change parce qu'elle devient pauvre. Alors, je mets des gros guillemets. Pauvre! La maison, elle évolue aussi parce que elle va avoir des enfants, donc elle devient plus vivante, elle devient plus habitée, mais moins parfaite. Et ça accompagne son évolution personnelle. Je trouve que toutes les maisons qu'on aborde évoluent avec leurs personnages. On est vraiment sur des maisons un peu de Polly Pocket. Chaque personnage a sa maison et on sait reconnaître la maison sans avoir le personnage. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il nous suffit d'une photo d'un salon pour savoir chez qui on est. Et je te laisse poursuivre avec la dernière maison. Et oui, bah bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est la maison de Eddie. Bon, la maison, elle est assez différente. Déjà, d'un point de vue géographique, elle est un petit peu plus loin que la maison des autres filles. Les autres, elles sont plus ou Oui. moins alignées, plus ou moins voisines d'un point de vue proximité. Eddie, elle est un chouïa plus loin. Donc déjà, elle est un petit peu en dehors du groupe, géographiquement parlant. Elle a une maison qui est un peu plus ouverte, un peu plus moderne, un peu moins traditionnelle. Elle cherche pas à correspondre à l'image parfaite de Wisteria Lane. Tout le contraire, elle veut tout faire pour sortir du moule des petites maisons. Et ça se traduit par des travaux hyper coûteux pour avoir la grande piscine ou, je sais pas, refaire ses fenêtres pour montrer qu'elle a de l'argent et que Et pour moi, la maison d'Eddie, elle est tout le temps en travaux. bah c'est ça. Ça reflète vachement bien son positionnement, je trouve, où justement Eddie, elle joue pas selon les règles sociales des autres femmes. Elle s'inclut pas vraiment dans le groupe. On a vraiment le quatuor de base plus Eddie. Ouais, exactement. Surtout qu'elle va pas rester tout au long des saisons, donc voilà, elle fait partie. Non, je crois qu'elle disparaît à la saison 4 ou 5 peut-être. Voilà, c'est ça. Sa maison, elle est aussi bien isolée symboliquement que physiquement. Je pense aussi que ça représente sa solitude. Donc je vais conclure cette partie
partie sur les maisons, finalement, elle raconte une chose essentielle. Ce qu'on montre au monde est toujours une représentation. Desperate Housewives, elle utilise ces espaces pour rendre visible l'invisible. Il y a beaucoup de choses cachées derrière. On a les émotions, les tensions, les mensonges. Et tout ça, ça passe aussi par les murs, les objets, les pièces, etc. Et on attaque la partie 4. Je pense qu'avec Kelvin, c'est un peu notre partie préférée quand on fait des épisodes un peu analyse de séries, c'est les thématiques qui sont abordées dans Desperate Housewives en l'occurrence. Ce qui est assez fort avec Desperate Housewives, c'est vraiment sa capacité à aborder des sujets très lourds, hein, tout en les intégrant dans des histoires, comme on disait, très concrètes, très incarnées, presque de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, on peut dire ça comme ça. Et la première thématique qui est énormément abordée dans Desperate Housewives, c'est le sujet de la violence conjugale et de l'enfermement. C'est abordé très tôt la question du contrôle dans le couple, notamment chez Gabrielle Solis et Carlos. On est face à une relation qui, au départ, elle est présentée un peu comme le couple star de Wisteria Lane. Oui. Mais quand on passe le pas de la porte, on se rend compte qu'elle est profondément déséquilibrée. On a Carlos qui surveille Gabrielle sur tous les points, donc il contrôle ses dépenses, il prend des décisions pour elle. Et il y a une scène très marquante où il manipule sa contraception pour la forcer à tomber enceinte. C'est un truc qui, à l'époque, j'étais en mode, mais what the fuck? Pareil, je me suis dit, mais c'est un malade mental, ce mec. Ça, c'est un exemple très fort de violence, on va dire, reproductive. C'est un sujet rarement traité à la télévision à l'époque, un peu comme l'avortement, la perte d'un enfant, etc. Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que la série, elle présente pas Carlos comme un monstre, elle montre comment ses comportements peuvent exister dans des relations qui sont d'apparence normale. Au fil des saisons, la relation, elle évolue, il y a une espèce de prise de conscience, une transformation, mais jamais une simplification. On voit les dégâts, les tensions, mais aussi les efforts. La série, elle ne traite pas la violence uniquement dans le couple, mais aussi à travers les dynamiques familiales, notamment avec le cas de Betty Applewhite dans la saison 2. C'est un arc qui m'avait un peu dérangé. Il y a plein de choses où je me suis dit, waouh, mais c'est dingue d'avoir fait un truc comme ça, mais celui-ci, il était particulièrement oppressant. Ouais, son arc est marquant parce qu'il repose sur un sujet littéralement enfermé dans la maison. On est vraiment sur le fils qui est retenu dans la cave et qui est caché au reste du quartier. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Dès qu'on passe le pas de la porte dans Desperate Housewives, souvent, c'est là où tout s'effrite, je trouve. Oui, complètement. Cette violence, elle n'est pas représentée comme gratuite, elle est motivée par la peur, par la volonté de protéger, mais à la fois, elle donne une espèce de visibilité à des formes de violence que des gens subissent dans le quotidien, mais qui sont pas forcément mis en lumière. Et la maison, elle devient alors une prison, elle est plus seulement une façade pour les autres persos. Ce que la série montre ici, c'est vraiment une espèce de zone grise. On a Betty qui est à la fois protectrice, parce qu'elle veut protéger son fils qui a une forme d'autisme, et on a aussi une certaine forme de violence, parce que par ce sentiment de cette volonté de protection, eh bien, elle décide de l'enfermer pour pas qu'il soit confronté à la dureté du monde extérieur. La thématique suivante, c'est la thématique de la charge mentale, de la maternité, de l'épuisement. Bien sûr, on ne peut pas parler de ça sans parler de Lynette Scavo. Aujourd'hui, on parle beaucoup de charge mentale, mais à l'époque, c'était pas vraiment courant. Lynette incarne exactement ça. Elle va gérer plusieurs enfants, une maison chaotique, un mari souvent déconnecté de la réalité et une carrière qu'elle tente de maintenir. Voilà, rien que ça. Puis vraiment, je suis désolée, mais Tom, il est insupportable. C'est un gamin capricieux. Elle se sacrifie quand il veut ouvrir sa pizzeria. Quand il veut travailler, elle se sacrifie. Et le mec, limite, il en a rien à faire, quoi. Exactement. C'est là justement où la série elle met vachement en lumière ce genre de ressenti parce que c'est très humain et c'est très courant justement de ressentir ça et d'être dépassé par tout ça. Il y a une scène extrêmement forte où elle avoue presque honteusement qu'elle regrettait sa vie d'avant de temps en temps. C'est humain en fait je trouve de penser ça, d'avoir des petits flashbacks de nostalgie de quand t'avais pas forcément des enfants à charge ou des carrières qui te prennent un temps fou ou des sacrifices de dingue à faire. Il y a aussi une scène très marquante dans la série, et je trouve que c'est très peu abordé dans les séries ou les films. C'est quand Lynette, elle tombe une énième fois enceinte, où clairement, elle a cette volonté de ne pas garder l'enfant, et il y a ce truc un peu de encore un de plus, tu vois. Elle prend la décision de le garder parce que Tom lui dit, bah non, c'est une bonne nouvelle, je vais t'aider, t'en fais pas, etc. Et en plus, à la fin, on se rend compte que du coup, il ne va absolument pas l'aider vu qu'il va la tromper et qu'il va la quitter.
Ouais, c'est là où tu te dis que c'est grave d'en arriver là parce que elle, si elle s'écoutait toute seule, c'est un couple, donc ils ont pris la décision à deux entre guillemets, mais si elle s'écoutait elle, son corps et son ressenti, je pense qu'elle l'aurait pas gardé. Là où Non. Tom insiste et lui met la pression pour au final la laisser dans la merde. Donc c'est Mais moi, je suis dramatique. persuadée que c'était pas quelque chose d'abordé. Et je pense qu'il y a beaucoup de mamans ou de femmes, tout simplement, qui se sont dit, ah ouais, bah en fait, je suis pas si dysfonctionnelle que ça, tu vois. Et effectivement, ça a cassé le mythe de la maternité idéale, qui reste vraiment un mythe, hein. Je pense que rares sont les femmes qui ont une maternité idéale, des enfants de rêve et qui se plaignent jamais d'avoir des soucis pour gérer tout ça, hein. La série, elle montre forcément la fatigue physique, les crises, les moments où elle perd patience, Lynette, ce qui est tout à fait normal. Là où la série est très forte, c'est qu'elle ne condamne pas le personnage de Lynette en la pointant du doigt en disant c'est pas bien, vous devez rester des mamans idéales, etc. Au contraire, elle la met en avant en disant mais c'est ça la normalité, c'est de craquer, c'est de pas avoir les solutions à tout, de pas pouvoir tout gérer. Comme quoi, être une mère peut être épuisant, frustrant et ambivalent, et c'est tout à fait normal. Et l'autre thématique qui est abordée, c'est la solitude et surtout la dépendance affective. Le perso qui incarne le plus ça, c'est vraiment Suzanne Meyer. On est dans sa thématique centrale pendant toute la série, je pense, parce que elle est constamment définie par ses relations. Elle a cette peur d'être seule qui influence toujours ses décisions, souvent d'une manière un peu irrationnelle. Un exemple très parlant, c'est sa relation avec Mike, hein. Dès le début, elle projette énormément sur lui, c'est l'homme de sa vie, ils vont se marier, etc. Donc elle idéalise, elle s'accroche, mais dès qu'elle a moindre distance, elle panique. Et en fait, il y a plusieurs scènes où elle fait face à une rupture ou tout simplement à une tension et elle adopte des comportements totalement impulsifs. Je pense que typiquement, Suzanne, c'est le genre de meuf qui, au bout d'une semaine de relation, te dit je t'aime et te demande en mariage. Tu vois. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Et si tu lui envoies pas un message toutes les 5 minutes, c'est sûr que tu la trompes. C'est en gros, c'est ça. Suzanne, c'est l'opposé de la phrase mieux vaut être seule que mal accompagnée, hein. Ah oui, elle préfère être mal accompagnée et pas être seule. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui savent pas être seuls, hein, et Suzanne, c'est son cas. Et Je j'enchaîne ne sais avec pas. la Vas-y. thématique suivante, qui est l'image sociale et la pression de la perfection. Tiens, tiens, ça peut être qui ça? Notre chère Brie, bien sûr, elle est complètement au cœur de la thématique parce que, comme on le disait un peu plus tôt, elle vit dans une obsession de la perfection et du contrôle. Mais cette perfection, c'est une vraie performance. On va revenir sur cette scène emblématique dont on parlait un petit peu plus tôt quand on parlait de sa maison, où elle organise un dîner parfait quand tout s'effondre. Malgré ça, elle va continuer à sourire, elle va continuer à recevoir, à cuisiner des bons petits plats pour tout le monde, etc. Alors que elle, au fond d'elle-même, elle est complètement en train de craquer, de s'effondrer, j'allais dire de perdre le contrôle, mais justement non, de tout faire pour garder le contrôle alors que rien ne va. Il y a aussi toute la question de son rapport à ses enfants. Bon là, on est quand même sur quelque chose d'assez problématique, hein. Ces deux enfants, moi, je trouve que ces liens, enfin, leur relation est catastrophique, hein. Puis en plus, pour le coup, c'est toujours des rapports un peu de force avec eux. C'est Parce ça. que eux qui rentrent dans le moule et eux, ils font tout pour pas rentrer dans le moule. En général, quand tu es adolescent, tu vas à l'opposé de ce qu'on te demande, hein. Et c'est ce que la série veut montrer justement quand elle aborde cette thématique, c'est que la pression sociale peut détruire les relations les plus proches. Et c'est vrai que le comportement de Brie impacte vachement ses relations, que ce soit avec ses enfants, avec ses maris, voire même avec ses amis par Ouais, moment. totalement. Et une autre thématique qui est aussi énormément abordée, c'est un peu la sexualité et le jugement. Les deux personnages emblématiques de ça, c'est Eddie, sans surprise, mais aussi Gabriel, d'une certaine manière. La série, elle aborde la question du regard porté sur la sexualité féminine. On parle pas de sexualité d'une manière générale, mais vraiment la sexualité féminine. Eddie, elle est jugée à cause de ses mœurs un peu légères, on va dire ça comme ça. Bah oui, c'est ça, oui. Parce que elle a des relations, elle les assume, elle se cache pas, quoi. Elle aime plaire aux hommes et contrairement aux hommes dans la série, c'est constamment perçu comme trop. C'est même pas juste dans la série, hein. Dans la vraie vie, c'est pareil, hein. Un homme Oui. qui a un tableau de chasse énorme va être considéré comme le roi de la jungle et une nana qui a eu plein de mecs dans sa vie, forcément, tout de suite, c'est une PUTE. Ouais, je trouve que les générations là qui arrivent, c'est d'autant plus marqué cette espèce de déséquilibre qu'il y a entre les hommes et les femmes avec cette histoire un peu du body count. Ouais, grave, Un tu me l'as homme peut enlevé de la avoir bouche. un body count de 50, alors qu'une femme, si elle a plus de 5 relations, c'est ouh, C'est déjà trop, c'est ouais. la prostituée du village, Ouais, quoi. c'est ça.
Il y en a eu des tonnes des séries sur les femmes, mais à aucun moment on voyait ce pouvoir qu'elles pouvaient avoir, au-delà de la sexualité, etc. Je trouve que les femmes, elles sont mises au centre, mais d'une manière juste. C'est une très belle représentation de la femme dans la société de façon générale parce que on est souvent rabaissé ou mise de côté ou jugé, alors qu'au final, on est des queens en fait. Exactement. On voit toujours dans la série Eddie qui est un peu au loin, un peu en second plan, là où il y a d'autres femmes en premier plan qui font des petits tu vois. Ouais, franchement, c'est exactement ça. Le petit troupeau de et pia 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 et pia 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 et pia pia pia. Tu vois, par exemple, Gabrielle, de son côté, elle vit une relation avec John, donc un adolescent. Bon, c'est pas forcément la meilleure représentation du truc, Oui. mais un mec qui va sortir, un mec de 50 balais qui va sortir avec une nana à peine majeure, là, il y a aucun souci. Il y a même ses potes qui vont lui serrer la main en mode genre, waouh, bingo, mec et tout. Une meuf qui va sortir avec un mec plus jeune, tout de suite, c'est une grosse cougar. En fait, c'est souvent très caricaturé du côté des femmes, là où c'est un peu romantisé du côté des hommes. Ouais, c'est ça. La série, elle explose ce double standard très clair. Ce qui est toléré chez les hommes, ben, c'est souvent condamné chez les femmes. Malheureusement, 20 ans plus tard, on est toujours là-dessus. Oui. Et bien sûr, on continue avec une autre thématique, les secrets, les mensonges, la culpabilité, un peu le cœur finalement de Desperate Housewives. Effectivement, la série, elle repose sur cette mécanique, hein. Le point de départ, c'est le suicide de Mary Alice Young et c'est surtout le secret qu'elle cache. Chaque personnage à son niveau porte quelque chose, donc c'est vrai qu'elles ont toutes un petit secret bien gardé, que ce soit un mensonge ou encore une erreur ou une décision qui a été irréversible. La série, elle met quand même en lumière quelque chose de très fort entre ces femmes, c'est qu'elles vont toujours s'entraider malgré tout, malgré leur discorde, malgré leurs bêtises, etc. Elles seront quand même très souvent là l'une pour l'autre, surtout pour cacher des petits détails, genre la mort d'un beau-père. Ouais, juste ça. Enfin, plutôt Juste ça. l'assassinat d'un beau-père. Hein. Ouais, c'est ça. Typiquement, ces filles-là, je pense que c'est les numéros que tu as besoin d'avoir dans ton répertoire pour creuser un trou dans la forêt le soir. Ouais, je C'est pense vraiment aussi. les copines pour cacher un corps, quoi. C'est vrai qu'il y en a pas mal d'elles qui vont commencer la série avec un secret, qui vont se le porter jusqu'à la fin de la série. Et on se rend compte justement au fur et à mesure des saisons à quel point ce poids va les ronger et que ça va durer sur une longue période. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des répercussions à tout ça. Et il y a surtout des répercussions psychologiques. Et la série va aborder justement la paranoïa ou encore la culpabilité, voire même l'isolement pour certaines. Elle ne va pas juste montrer le secret, elle va montrer ce que ça fait aux gens de façon générale. C'est vrai. Et en parlant de mort de beau-père, ça t'amène le sujet suivant. Ouais, c'est la dernière thématique qui est énormément abordée. Bon, c'est vraiment le cœur pour moi aussi, hein, le Bah, ça deuxième cœur démarre de là-dessus en même temps, hein. C'est la mort qui est omniprésente dans la série. C'est souvent lié à des erreurs humaines, à des décisions, à des conséquences. On a la mort de Rex dans la saison 1, donc qui est le mari de Brie. Elle se rend compte qu'elle est peut-être passée à côté de quelque chose. On a les conséquences aussi quand Andrew renverse la mère de Carlos et qu'elle meurt. C'est un secret que Brie va garder pendant des années, pendant des saisons, qui a failli mettre fin à l'amitié entre Gabriel et Brie d'ailleurs. Il y a beaucoup ce truc de comment on vit avec la culpabilité. Ça montre aussi un peu les facettes de quand tu culpabilises et que tu te dis bon bah finalement je vais peut-être avouer mes torts et les conséquences que ça peut avoir derrière, Bah, c'est du ça. bon et du moins bon. Ouais, exactement. Ce qui est assez intéressant, c'est que même si parfois les intrigues, elles sont un petit peu pas tirées par les cheveux, mais elles s'intègrent quand même dans le quotidien. Marie-Alice, malgré qu'elle disparaisse au premier épisode, bah, elle reste un personnage central parce que c'est elle qui va continuer de narrer après sa mort. La voix française de Marie-Alice est quand même assez reconnaissable. Ah oui, complètement. Et parfois, dans des séries, elle est utilisée et tout de suite, j'ai ce truc de, bah, qu'est-ce qu'elle fait là, Marie-Alice? Ouais, Et la série, elle dit quelque chose de très fort, c'est que le drame peut exister dans les vies les plus ordinaires. Et je pense que chacun et chacune, vous savez que voilà, quand on vit un peu dans un truc de d'immeuble ou autre, eh bien, on a toujours un peu les petits ragots, les petits machins. exactement. Et on arrive à la conclusion. Bah pour conclure, c'est vrai que ce qui rend Desperate Housewives aussi marquante et aussi emblématique, c'est pas seulement les sujets qu'elle aborde, c'est aussi la manière dont elle les rend soit visibles, soit humains ou alors encore quotidiens, auxquels on peut s'identifier. Elle va pas forcément donner de réponse, mais elle va tout simplement montrer la réalité et c'est déjà énorme. Et c'est pour ça justement que des années plus tard, ces thématiques résonnent encore autant. Pour ceux qui ont vu et qui ont aimé Desperate Housewives, le créateur Mark Cherry a fait des séries pas
forcément similaires, mais en tout cas avec des thèmes qu'on peut retrouver. Visiblement, c'est quelqu'un qui aime mettre les femmes en avant. Donc c'est souvent les femmes qui sont au centre du récit. Il y a souvent une base de secret qui va structurer la narration de ces séries. Toujours un Secret ou mélange meurtre, hein. toujours un mélange de drame ou d'ironie, ou alors une critique sociale sous une forme quand même relativement accessible. Et la première, c'est Devious Maids. C'est presque un prolongement direct de Desperate Housewives. Ça a été créé après Desperate Housewives. La série, elle reprend beaucoup de codes. Vraiment, quand tu vois Devious Maids, tu sais que c'est le créateur de Desperate Housewives. Plusieurs femmes, un mystère central, un cadre aussi très reconnaissable parce qu'on est dans le cadre du coup des femmes de ménage dans les maisons de richissimes personnes. On n'est pas sur un truc de, on voit le point de vue des personnes riches, mais on voit plutôt le point de vue du petit personnel. On suit les femmes de ménage dans des maisons de riches et on n'est plus du côté de celles qui maintiennent l'image, mais plutôt de celles qui voient de l'intérieur. On a les inégalités sociales, le rapport de pouvoir qui est énormément présent, mais aussi l'hypocrisie des classes privilégiées. C'est navrant de dire qu'il y a que 4 saisons, donc toi comme moi, Elvin, on sait comment se termine la dernière saison et c'est archi frustrant. Ouais, parce que la série a été écourtée, donc malheureusement, il n'y aura pas de suite et ça s'arrête sur un Ouais, truc. sur un cliffhanger de fou furieux. Voilà. Voilà. J'enchaîne avec une autre série donc de Marc Cherry qui est Why Women Kill que j'ai adoré. Cette fois, il pousse le concept un petit peu plus loin. La série, elle va raconter plusieurs histoires de femmes, mais à différentes époques, mais dans la même maison. C'est super bien foutu, c'est super bien réalisé et on va retrouver un peu tout ce qui faisait la force de Desperate Housewives, mais condensé et structuré de façon différente. Donc les apparences, les mariages, les frustrations, les secrets, tout ça on le retrouve, mais le fait que ça se passe sur plusieurs époques dans la même maison avec des générations de femmes différentes, c'est super intéressant parce que tout a un lien, mais on comprend seulement à la fin lequel. Chaque époque va montrer une version différente du rôle des femmes, donc on a les années 60, les années 80 et bien sûr l'époque contemporaine. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que les problématiques changent en surface, mais restent finalement assez similaires en profondeur. On a toujours les attentes sociales, on a toujours les rôles imposés et bien sûr les tensions dans le couple, mais ça va être traité avec un peu plus de noirceur et de cynisme cette fois. C'est vrai que c'est un petit peu plus dark entre guillemets que Desperate Housewives, mais avec toujours autant d'humour noir. On reste dans une comédie équilibrée avec beaucoup d'ironie. Si on compare ces trois séries, on a Desperate Housewives qui va vous donner un équilibre entre l'humour et le drame, Devious Maid qui va accentuer le côté un peu soap et social, et Why Women Kill qui devient un petit peu plus stylisée, travaillée et beaucoup plus mordante. Et je te laisse conclure. Mais au-delà de ses propres séries, l'héritage de Desperate Housewives, eh bien, il est énorme. Il a ouvert la voie à des séries qui mélangent mystère, narration féminine et critique sociale. Et on retrouve son influence dans beaucoup de productions actuelles, même si aucune ne recrée exactement cet équilibre. Je trouve que Desperate Housewives reste quand même une série un peu à part, un peu pas hybride, mais j'arrive pas forcément à la mettre trop dans une case. Je sais pas Oui, si et ça te fait ça. j'arrive pas à trouver une autre série que je puisse comparer. Ça reste vraiment un espèce d'ovni, mais un ovni agréable à regarder. Très bien pensé, très bien construit. Ce que Marc Cherry a construit avec Desperate Housewives, ce n'est pas juste une série, c'est vraiment la manière de raconter des femmes complexes. On a des femmes au cœur de l'intrigue et pas tournées d'une manière un peu neuneux, etc. Ça fait du bien. Que ce soit Devious Maid ou Why Women Killed, ils continuent d'explorer la même idée. Ce qui se passe derrière les portes fermées est toujours plus intéressant que ce qu'on laisse voir. On sait que souvent, ce qui se passe derrière la porte est parfois différent de ce qui se passe avec nos masques sociaux. Exactement. Oh, très belle phrase. Ouais, t'as vu? C'est vrai que Desperate Housewives, c'est pas juste une série sur des voisines, hein, on se contente pas de ça. C'est une série sur l'image qu'on renvoie, sur la vie qu'on cache ou encore les contradictions qu'on porte. Donc, comme tu le disais, les masques sociaux. J'aime beaucoup aimé cette phrase. Je pense que je vais la garder. La série a réussi à faire quelque chose de très rare, parler de sujets profonds, comme on vous le disait un peu plus tôt. Tout ça dans une forme accessible et sans perdre son identité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle reste une référence parce qu'elle a compris quelque chose d'essentiel. Je vais faire encore une phrase un petit peu parfaite comme ça, mais derrière chaque vie parfaite, il y a une histoire beaucoup plus complexe. C'est si bien résumé. C'est ça. Et on arrive à la fin de cet épisode. On espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes de streaming. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et sur ce, ciao!